Bonjour à tous les trois. Valérie Bichebois, on va commencer par vous, puisqu'on on a demandé à Julien Lebescon tout à l'heure ce qu'il pensait de l'évolution du média. Moi, vous êtes en agence média et spécialisé sur ce média. Comment vous constatez son évolution depuis ces dernières années? On en a parlé en début de matinée, Hmm. effectivement, le DOH a été une vraie révolution sur ce média. D'ailleurs, on le considère, nous, en agence média, en tant que tel au sein de la communication extérieure. Quand on regarde les chiffres bump, on voit qu'effectivement, il représente maintenant 18% du poids de la communication extérieure. Et quand on le met en perspective du digital média, qui est donc le trend sur le digital sur la télé, la radio et la presse, on voit qu'il booste encore le trend positif à plus 14% sur les 3 premiers trimestres 2022 versus la même période 2021. Donc on voit que ça reste un média hyper dynamique, que l'année prochaine, effectivement, on sait qu'il y a des panneaux, des écrans qui vont encore se monter sur des nouveaux univers. Donc ce trend, on le suit et on pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Sur ce média-là, ce qui est intéressant, c'est le nouveau mode d'achat qui est arrivé il y a un petit peu plus d'1 an, le programmatique. Et nous, chez GroupM, on l'utilise essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est effectivement pour de l'audience planning, des annonceurs qui ont des velléités d'aller toucher des segments d'audience sur des plateformes où de la data sur base de critères issus de données de géolocalisation leur permet effectivement d'aller avoir des contacts sur des cibles beaucoup plus utiles et d'augmenter le taux de transformation. Nous, on monitore ces campagnes-là sur des plateformes qui sont 100% DOH natives parce qu'on ne perd pas de vue les caractéristiques intrinsèques de ce média qui fait qu'on se doit d'assurer une pression minimum sur chacun des univers qui sont activés pour lui assurer une certaine visibilité. Les résultats sont plutôt probants chez nous, puisqu'on a actionné environ une vingtaine de campagnes en audience planning chez GroupM, et on a des scores de mémorisation de 36%. C'est 2 points de plus que donc du DOH-SG en gré à gré. Et on a des scores d'intention qui sont de 59%. C'est 3 points de plus que du DOH, là aussi acheté de manière beaucoup plus classique. La deuxième raison qui nous pousse à actionner du programmatique pour nos annonceurs, c'est la contextualisation. Le programmatique va nous permettre de bénéficier d'un flux identique de data chaude externe, tels que la météo, le trafic, les scores des matchs de football peut-être en ce moment, et qui va permettre à l'annonceur du coup d'avoir des créations totalement adaptées, diffusées en live par rapport à des critères qui ont été prédéterminés. Je vais passer la parole à Timothée Bélanger parce que ce que j'apprécie, c'est qu'il a une double casquette. Non seulement il est en agence, il est chez BETC, agence de création, même si, voilà. Et puis il a aussi cette connaissance du média planning, j'allais dire. Donc vous réunissez un peu les deux univers. La création, qu'est-ce que, enfin, il y a quelque chose qui reste de fondamental quand même dans le média qu'il faut pas oublier. Exactement. Moi j'aime beaucoup. Bonjour à tous déjà. J'adore ce média, évidemment, sinon je ne serais pas là. Et j'aime aussi qu'il change, qu'il devienne plus agile, qu'il devienne plus digital et qu'on puisse faire tout ce qu'on vient de se raconter, le contexte planning, etc. J'aime aussi qu'il garde sa vertu historique. Alors il en a plein, mais il en a une auquel on tient particulièrement dans les agences de création, qui est cette capacité, on en parlait tout à l'heure, d'obliger à faire simple et donc d'être un média de l'autorité, parfois du point de vue du statement, du leadership. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui et qui est aussi issu du fait que justement il est massif et qu'il est global et qu'il n'est pas tout le temps personnalisé, pas tout le temps programmatique, etc. Donc j'adore le programmatique, je viens du digital, je suis né là-dedans, donc c'est pas moi qui vais dire que c'est pas bien. Mais cette espèce de réalité historique de ce média d'affichage où tout le monde voit la même chose en même temps et tout le monde sait qu'il voit la même chose en même temps, ce qui change tout, fait de ce média un média particulier. On se dit plus ça en télé, on se dit peut-être que moi je vois cette pub là mais que d'autres en voient une autre, on se l'est jamais dit en digital. Et avec l'affichage, ce regard commun qu'on a sur quelque chose, sur une marque qui dit quelque chose à un moment donné, c'est quand même hyper précieux. Donc moi, ce que j'aime dans ce média-là, c'est qu'il s'adapte et qu'il fasse exactement ce qu'il faut pour s'adapter, mais qu'il aille pas trop loin pour rester ce média qui a toujours été, qui a fait du contexte avant tout le monde, qui a fait de l'audience planning avant tout le monde, finalement, d'une certaine manière,
Et donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez ce média-là. Damien, pareil, j'allais dire, vous êtes à l'Union des agences médias, mais dans une autre vie, vous avez été à la tête d'Affimétrie. Il y a bien longtemps. Alors, justement, Autre siècle. Voilà, mais vous allez pouvoir nous... Quelle vision vous avez de l'évolution de ce média C'est un média auquel je suis viscéralement attaché, naturellement, chacun le sait. C'est un média... C'est le média qui s'est astreint à la plus grande autodiscipline de tous les médias que je connaisse. Je ne vais pas revenir sur la table ronde qui s'est terminée en début de matinée, mais parce que c'est un média qui a toujours été under scrutiny, c'est-à-dire qui a toujours été observé par le législateur, c'est vraiment le média le plus visible. Il y avait un thème qui était très répandu au début des années 2000, ça fait un peu ancien combattant, m'excusez, mais qui était le thème de la dédensification. On était passé de 300 000 à 200 000 faces, on avait enlevé... Et depuis le Grenelle, on en a encore supprimé. Encore davantage, tout à fait. Et je trouve ça assez extraordinaire. J'ai fait aussi l'observation que la mesure d'audience s'est énormément enrichie en capturant des moyens de collecte très modernes, le GPS. À l'époque, sur les fonds baptismaux de l'Affimétrie, il y avait, on en parlait avec Eric Merklen qui est dans la salle, la cartographie digitale n'était pas gratuite, hein, les montants de licence étaient invraisemblables, et puis il y avait juste l'Institut géographique national qui permettait de codifier la collecte des déplacements de la population. Et puis, l'autre tendance que j'observe, c'est la convergence des mesures grâce à des instituts qui ont une présence internationale comme Ipsos, puisque Ipsos n'a pas collaboré qu'à la mesure d'audience de la publicité extérieure en France. Voilà, la mesure d'audience converge, et c'est amusant parce que il y a 20 ans encore, chacun prétendait avoir la meilleure mesure d'audience du monde. Les Anglais faisaient des comptages dans les rues, mais en revanche, avait une mesure eye tracking qui était extraordinaire. Donc le contact oculaire était vraiment observé, alors que partout dans le monde, on disait on définissait le contact par une opportunité non nulle d'exposition dans des conditions, le fameux cône de visibilité, les parallaxes, etc. Et donc il y avait les Anglais, moi je pense, se donnaient une illusion de précision dans cette mesure eye tracking, mais en revanche, ils transposaient, c'est un peu comme si on transposait dans les flux, comme si on faisait des comptages dans les rues, et qu'on transposait le profil sociodémographique de la région sur les flux qu'on a comptabilisés. Et donc il y avait une couche d'eye tracking là-dessus qui donnait une illusion de précision remarquable. Tout ça est en train de converger. Je trouve que c'est une très très bonne mesure et ça remet ce média au centre d'un domaine d'expertise dont personne ne parlait il y a 20 ans, qui est l'expertise de la mobilité. Voilà. Et quand vous parliez de dédensification, vous vous en réjouissez parce que les ROI ont été maintenus, pas simplement parce qu'il y a moins de panneaux. Absolument. Et là, je voudrais faire une petite introspection parce que quand ce média a lancé sa mesure d'audience il y a 30 ans, c'est pas moi, c'était bien avant que j'arrive, mais il y a presque 30 ans, c'est un média qui s'achetait un peu comme on achetait des panneaux d'affichage comme un kilo de cerises. On avait un prix à la face. Et quand la mesure d'audience est arrivée, elle a aidé les sociétés d'affichage à dédensifier, c'est-à-dire à maintenir des bons niveaux de couverture en luttant contre l'encombrement publicitaire et en gardant des emplacements qualitatifs sur des grands axes. Et donc, vous avez réussi à maintenir un très bon niveau de couverture en dépit de cette dédensification. Et toutes les agences à l'époque n'ont pas été de très bonne foi, parce qu'elles applaudissaient des deux mains la mise à jour du GRP, c'est-à-dire que le média se tirait une balle dans le pied. On avait, sur des grands réseaux nationaux, on était passé de 1600 points de GRP à 800, qui était devenu à peu près la norme. Et certains petits malins revenaient aux techniques de négo d'avant-mesure en disant « Oui, mais le prix de ta face, il a augmenté de 40%, », ce qui n'était peut-être pas très honnête. Mais là, Dieu merci, la mesure d'audience n'est plus contestée. Alors, il y a toujours des esprits chagrins qui disent « Oui, mais le contact oculaire… » Dans aucun autre média, la mesure d'audience ne tient compte du contact avéré oculaire ou auditif. Alors moi j'ai une question pour Valérie Bigeois. Le média affichage, c'est un média accessible? C'est notre thématique. Est-ce que c'est un média qui est cher aujourd'hui pour un annonceur? Non, quand vous comparez le CPM, puisqu'effectivement c'est l'unité qui fait foi pour comparer les différents médias, on se retrouve à des tickets d'entrée qui sont bas, plus bas que sur des cibles larges, sur les cibles plutôt CSP+, et jeunes, beaucoup plus attractifs que sur d'autres médias, et bien au niveau du digital.
Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment, puisqu'on parlait de mesures d'audience, de données, est-ce que la data, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre? Est-ce que vous avez accès à suffisamment de données, pardon, de la part des régies? Alors oui, de plus en plus, parce que les régies, effectivement, nouent de plus en plus de partenariats avec des sociétés externes qui leur permettent d'enrichir leur offre et leurs mesures. Donc on a de plus en plus de tests d'efficacité qui sont faits sur le branding, sur la performance. On a effectivement tous les tests d'efficacité sur les ventes avec des instituts tierces, mais on a aussi maintenant des mesures de drive to store, de drive to web. Donc on voit que tout ça s'enrichit, et ce qui est intéressant au-delà des mesures post-campagne qu'on peut faire, c'est que cette data que les régies nous fournissent, on peut l'exploiter aussi en amont pour aller chercher les écrans ou les phases qui vont être les plus contributives, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, peut-être sur une catégorie, pour monter un dispositif ad hoc, ou aller au sein d'un niveau de couverture, parce que je te rejoins effectivement sur la puissance instantanée qu'il faut garder sur le média, aller pick up and choose les phases les plus affinitaires avec une cible pour aller les surpresser, voire même avoir un plan de roulement adapté sur ces phases-là. Je reviens sur la question du programmatique dont Timothée vous parliez. Est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui en affichage, c'est du programmatique comme on voit sur les autres médias plus digitalisés? Alors, j'espère que je vais me faire des nuits. Moi, je pense que c'est pas vraiment du programmatique, mais que c'est une bonne nouvelle. C'est pas vraiment du programmatique parce qu'il y a la plateformisation qui a une composante de programmatique, mais cette plateformisation, elle va pas jusqu'au bout des choses. Et encore une fois, tant mieux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exactement sur les plateformes qu'on a à notre disposition dans ce métier-là la même chose que sur les canaux digitaux purs et durs. La deuxième composante, qui est l'audience planning, qui est effectivement quelque chose de formidable dont vous parliez à l'instant de manière très claire, mais qui en fait est un peu faux quand même, parce que dans l'audience planning, en gros, c'est la pub qui suit les gens sur Internet, alors que ici, c'est toujours le panneau qui va diffuser quelque chose et c'est bien les gens qui vont passer devant le panneau quand même. Donc on sait qui va passer devant le panneau, on sait à quel moment qui va passer devant le panneau, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et encore une fois, tant mieux, parce que du coup, les gens, quand ils voient la pub, se disent que ce ne sont pas les seuls qui la voient. Déjà, ils voient des gens autour d'eux qui la regardent, mais surtout, ils se disent, voilà, c'est un vrai message commun qu'on reçoit. Encore une fois, avec la chance de pouvoir adapter de manière plus granulaire, de surpresser certaines cibles, etc. Et la troisième composante, pour moi, du programmatique, c'est les enchères. Et c'est pas encore tout à fait le cas. Alors, dans un sens, tant mieux, parce qu'on sait ce que ça peut donner, les enchères. Il y a d'autres médias qui souffrent d'être trop lidés par ces enchères-là. Et en même temps, effectivement, on comprend l'intérêt que ça peut avoir. Donc, je suis un peu plus partagé sur cette troisième spécificité du programmatique. Mais globalement, moi, je trouve que l'affichage après ce qu'il y avait de mieux au digital, pour l'instant, et n'est pas encore tombé totalement dans le programmatique et de tous ces excès qui ont pu quand même gêner beaucoup les annonceurs et les agences dans le monde digital. Donc tant mieux si en fait on en fait un peu moins, mais que c'est maîtrisé. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette table ronde.